Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Madame la conseillère du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les responsables des médias nationaux et internationaux, distingués invités, toutes les respectées, Mesdames, Messieurs, sur le front de l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO, la République du Congo multiplie sa série d'actions protégeant les atouts de son candidat, M. Firmin Edouard Matoko. Entre tournées diplomatiques et campagne médiatique, le profil de M. Firmin Edouard Matoko, qui, rappelons-le ici, a fait toute sa carrière au sein de la prestigieuse organisation onusienne pendant plus de 30 ans, a été présenté. Les mérites de son personnage ont été vantés au point de susciter déjà l'adhésion de plusieurs personnalités au plan national et international. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Madame la conseillère du chef de l'État, distingués invités, chers professionnels des médias, la conférence de presse de ce jour connaîtra les séquences suivantes. La prise de parole du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, puis la séquence des questions-réponses avec débat. S'en suivra la synthèse faite par le ministre de la Communication et des Médias. Monsieur Thierry Mungala, vous êtes ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Qu'il vous plaise très respectueusement de bien vouloir prendre la parole ce jour pour votre mot liminaire. Sous les applaudissements nourris, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, je voudrais vous remercier d'être présents ici ce matin. On vous a pris un peu au pied levé et je voudrais vous remercier de vous être malgré tout mobilisés, et un salut particulier à ceux des correspondants des médias internationaux qui sont basés en République démocratique du Congo et qui ont bien voulu traverser pour échanger avec nous. Madame le conseiller spécial du président de la République, chef du département communication et médias, chers représentants de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre promptitude à répondre à notre appel et donc pour votre présence à cette conférence de presse. Si notre échange a été organisé dans des délais très courts, je me dois de rappeler qu'il a pour objet de réaffirmer avec force le soutien du gouvernement de la République du Congo à la candidature de notre compatriote Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'élection du directeur général de l'UNESCO se déroule en 2 phases et obéit à des règles très précises. Ainsi, le 6 octobre 2025, le Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 États, 194 pays de l'UNESCO, le gouvernement réaffirme avec force, à travers cette conférence de presse, son soutien plein et entier à notre candidat, M. Firmin Edouard Matoko, à la fonction de directeur général de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'élection du directeur général de l'UNESCO se déroule en 2 phases. Et obéit à des règles précises qui sont codifiées par cette institution onusienne. Ainsi, le 6 octobre 2025, le Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 États sur les 194 pays membres de l'institution, examinera les profils des 2 candidats restés en lice, à savoir le candidat de l'Égypte, M. El Enani, et notre candidat, M. Matoko. C'est au terme de cette réunion du 6
octobre 2025 que les États concernés, au sein du Conseil exécutif, dont notre pays, membre du Conseil exécutif, choisiront celui des 2 candidats dont le nom sera soumis à la conférence générale de l'UNESCO, qui est en quelque sorte l'Assemblée générale de l'UNESCO, conférence générale qui regroupe l'ensemble des 194 pays membres. Le nouveau directeur général de l'UNESCO sera alors désigné lors de la 43e conférence générale qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan, du 30 octobre au 13 novembre 2025. Ainsi, le nouveau directeur général sera choisi le 6 novembre 2025 et succédera à Madame Audrey Azoulay, directrice générale sortante, et ce pour un mandat de 4 ans qui va courir jusqu'à l'année 2029. Les 2 candidatures restantes, toutes les 2 issues de l'Afrique, celle de nos frères égyptiens ou la nôtre, nous font dire que, quel que soit le vainqueur, c'est notre continent, l'Afrique, qui aura gagné. Mesdames et messieurs, les sentiments d'amitié qui nous lient au peuple égyptien ne nous empêchent pas de revenir, quand même, sur une confusion probablement entretenue, et c'est de bonne guerre, par les adversaires de la candidature congolaise. En effet, et je le précise ici de manière solennelle, l'Union africaine n'a jamais, au grand jamais, désigné un candidat pour la direction générale de l'UNESCO, et ce pour 2 raisons principales. La première raison est qu'il n'existe aucun mécanisme de désignation de ce genre au sein de l'Union africaine. La seconde raison est que les candidatures à la direction générale de l'UNESCO sont individuelles et déposées librement par les États désireux de concourir. Ces dépôts de candidature se font dans le cadre de l'agenda fixé par l'organisation elle-même. Ici, dans le cas précis de cette élection, les candidatures étaient ouvertes du mois d'octobre 2024 au mois de mars 2025. Si la candidature de M. Matoko avait souffert de la moindre illégalité juridique, elle n'aurait, en toute logique, pas été retenue par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Quant au fait qu'un candidat, celui de l'Égypte en l'occurrence, ait commencé sa campagne bien avant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures, cela ne lui donne pas plus de légitimité que notre candidat, entré, lui, dans la course en respectant strictement les délais prescrits. Mesdames et messieurs, il s'agit ici d'un processus exigeant qui requiert à la fois la compétence, l'expérience et la vision d'un candidat capable de porter haut les valeurs universelles de l'UNESCO, la paix, l'éducation, la culture, la science et la coopération internationale. C'est précisément dans cet esprit que la République du Congo présente et soutient la candidature de M. Firmin Édouard Matoko, haut fonctionnaire international de grande expérience, qui a consacré l'essentiel de sa carrière et de ses compétences à l'UNESCO, dont il est un cadre de haut niveau depuis 35 ans, ayant dernièrement occupé le poste de sous-directeur de l'UNESCO, chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures. Mesdames et messieurs, il faut relever que pour le compte de l'UNESCO ou d'organisations affiliées à celle-ci, notre compatriote Matoko a occupé diverses fonctions à travers l'Afrique et le monde, de Dakar au Sénégal, à Bamako au Mali, avec juridiction
sur le Burkina Faso et le Niger, mais également en Amérique latine, à Quito en Équateur, comme représentante de l'UNESCO, avec juridiction pour la Colombie, la Bolivie et le Venezuela, et puis de retour en Afrique quelques années plus tard, à Addis Abeba en Éthiopie, au bureau de liaison avec l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, tout en étant, M. Matoko, représentant de l'UNESCO auprès de l'Éthiopie. Revenu au siège de l'UNESCO à Paris, il est ensuite nommé directeur du département Afrique en 2014. Puis enfin, et c'est sa dernière fonction à l'UNESCO à ce jour, nommé sous-directeur général chargé du département Afrique. Ainsi, mesdames et messieurs, vous admettrez avec nous que Firmin Édouard Matoko est un fin connaisseur du fonctionnement de l'UNESCO, une maison où il a fait toute sa carrière. Firmin Édouard Matoko porte notamment les valeurs de la diplomatie culturelle, de la coopération multilatérale au service des peuples. Sa connaissance intime des mécanismes internes et du mode d'organisation de l'UNESCO, comme nous venons de le démontrer, sa capacité à rassembler, son engagement constant en faveur de l'Afrique et de la jeunesse font de lui un candidat de consensus, un candidat d'avenir. Cette riche carrière professionnelle mise au service de l'UNESCO, au service de l'Afrique et du monde, légitime et crédibilise largement la candidature de M. Matoko pour assumer la direction de l'organisation. Cette élection du directeur général de l'UNESCO se déroule dans un contexte international de fragmentation géopolitique où la légitimité et l'efficacité des institutions multilatérales comme l'UNESCO sont parfois remises en cause. Mais l'expérience acquise, les qualités d'écoute et le pragmatisme de notre candidat permettront à l'UNESCO de maintenir son cap dans cette tempête et même, soyons optimistes, d'assurer la rénovation de l'institution. Les autorités congolaises, en tête desquelles son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, n'ont pas seulement fait le choix de soutenir un compatriote, elles ont jeté leur dévolu sur un homme de dialogue, un serviteur des Nations unies et un visionnaire soucieux de l'avenir de l'UNESCO. Nous avons la conviction que sa candidature s'inscrit dans le prolongement des idéaux de cette institution et qu'elle saura convaincre nos partenaires et amis au sein de la communauté internationale. En soutenant Firmin Édouard Matoko, le Congo soutient un homme de conviction, mais aussi et surtout un projet pour l'avenir de l'UNESCO. Une organisation plus forte, plus proche des peuples et plus audacieuse dans ses missions. Mesdames et messieurs, la tournée entreprise à travers le monde par le candidat, accompagnée des plus hautes autorités congolaises, à savoir le Premier ministre chef du gouvernement et plusieurs ministres, a permis de constater la chaleur avec laquelle les autorités des pays visités ont accueilli notre démarche. À cet égard, la qualité de l'accueil des dirigeants des pays membres, du groupe africain en particulier, au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO, d'Abidjan à Pretoria, en passant par Lagos, Djibouti ou Libreville, etc., nous permet d'avoir le plus grand optimisme quant à leur futur vote du 6 octobre prochain. Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, notamment nos compatriotes congolais,
Le gouvernement vous invite donc à votre tour à accompagner dans vos médias respectifs cette candidature. Nous vous appelons à relayer sa qualité, parce qu'il s'agit d'un cadre de haut niveau qui connaît la maison UNESCO, sa qualité et sa volonté. Nous vous incitons à porter l'importance, avec notre candidat, du message d'un monde qui croit encore à la force du multilatéralisme et à l'importance de la culture et de l'éducation au service de la paix. Je vous remercie de votre aimable attention et je me soumets pour quelques minutes à vos éventuelles questions. Merci. Je suis Ernest Blanchard-Dimi et je pose ma question pour le compte du groupe de presse en ligne Brazanet. Ma question est celle de savoir que généralement quand on va à une élection, il y a des sondages d'opinion qui permettent de jauger la cote de popularité ou la possibilité de victoire de votre candidat. La possibilité j'entends mal. De la victoire, pour la victoire de votre candidat. Est-ce que dans ces cas, il y a eu des sondages et avec quelle cote de popularité par M. Firmin Edouard Matoko? Bon, je crois qu'il ne faut pas, je comprends votre question, vous êtes un féru de politique, mais là nous ne sommes pas dans une élection politique. Nous sommes dans un cadre diplomatique pour lequel, d'ailleurs le corps électoral est relativement limité, 58 États, c'est-à-dire les membres du Conseil exécutif. Faire un sondage, je ne sais pas sur quelle base, même un institut scientifique pourrait en faire un dans ces conditions. Le sondage, c'est deux choses. C'est la qualité de l'accueil des pays électeurs. Pour l'instant, nous nous fions au bon accueil, et qui est fait par notamment d'abord le groupe africain. Parce qu'il faut le rappeler, les 58 membres du corps électoral, c'est-à-dire les membres du Conseil exécutif, sont répartis par blocs continentaux. C'est-à-dire que vous avez l'Afrique, vous avez l'Europe, toute obédience occidentale comme orientale confondue, vous avez le Proche-Orient, Moyen-Orient, vous avez les Amériques, vous avez, etc., l'Australie. Le groupe africain représente 13 États sur les 58. Par exemple, je crois qu'il y a un peu plus de représentants du groupe africain que le groupe européen, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on ne peut pas dire que l'on puisse faire un sondage. Vous le savez, Monsieur Dimi, vous êtes un journaliste expérimenté en matière de diplomatie, et justement, le mot diplomatie veut dire ce qu'il veut dire. C'est « on vous fait de toute façon bon accueil ». Maintenant, après, c'est dans le cadre du déroulement de la campagne que vous pouvez, au fur et à mesure, commencer à faire des pointages, commencer à déterminer quels sont les pays qui, soit vous ont accordé par la bouche, comme on dit au pays, leur soutien, et ceux qui, réellement, peuvent être considérés comme des soutiens. Nous travaillons, le gouvernement, le candidat, nous travaillons pour nous assurer que les électeurs nécessaires à la victoire, c'est-à-dire les États nécessaires à la victoire, puissent effectivement voter le jour dit, c'est-à-dire le 6 octobre. En ajoutant, M. Dimi, un point, le vote se fait par bulletin secret. Hein, il n'est pas public. Mais nous sommes confiants. Je suis Gigi Pambou. Ministre, dans votre mot, vous avez dit ceci, que si votre candidat n'était pas légitime, sa candidature ne serait pas retenue par le Conseil. Monsieur Thierry Lézin-Mongala, ma question est celle de savoir, est-ce que vraiment vous ne savez pas que, vous ne vous rendez pas compte que le match a déjà été presque joué lorsque la France, qui abrite le siège même de l'UNESCO, a déjà choisi son candidat, l'Égyptien? Merci Madame pour la question. Je voudrais vous rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est que la France, qui est un pays ami, pays partenaire de longue date de notre pays, représente une voix, comme le Congo, comme chacun des autres 58 membres du Conseil. La France n'a pas 10 voix dont elle disposerait pour dire « moi, la France, je représente 10 votes ».
Elle représente, comme le Congo, comme l'Égypte, comme tous les États dont nous parlons, y compris le groupe africain, c'est chaque État qui vote. Si vous considérez, vous, qu'il suffit qu'un État, fût-il l'État qui abrite le siège de l'UNESCO, se prononce pour que le match soit plié, eh bien à ce moment-là, nous devrions considérer qu'à chaque fois que ce pays, ce grand pays, dit quelque chose, nous devrions, nous, le Congo, qui représente le même poids électoral dans le Conseil exécutif que la France, que le Congo doive se plier. Je considère que votre propos est pour le moins pessimiste. Maintenant, vous vous appuyez très certainement sur une note verbale qui a fuité. La France a le droit d'avoir une position. La France a le droit de voter pour un candidat de son choix. La France a le droit de ne pas choisir le candidat du Congo. Mais la France, c'est une voix. Et il reste 56 voix. Puisque nous avons la nôtre, nous voterons pour nous-mêmes, et donc il reste 56 États à convaincre. Pour nous, le match est un match ouvert. Je suis Christopher Ochokoum de Télé 50, basé à Kinshasa. Bienvenue. Alors, oui, merci beaucoup. Ma question est de savoir, tout à l'heure en présentant le candidat Firmin Edouard Matoko, vous avez dit qu'il serait celui du prolongement des valeurs de l'UNESCO. J'aimerais avoir votre réaction, vous qui défendez le candidat, par rapport à la position du président des États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même 10% de contribution à l'UNESCO et qui devrait se retirer d'ici l'année prochaine, en décembre, justement par rapport aux valeurs de l'UNESCO, notamment le wokisme ou encore quelques déviations culturelles. Est-ce qu'on devrait s'attendre à quelques réformes de la part du candidat Firmin Edouard Matoko une fois élu, ou bien il continuera vraiment sur les valeurs de l'UNESCO et donc se séparer des États-Unis, quand même grand contributeur de l'organisation? Je crois que vous touchez du doigt le fond du problème et des enjeux qui sont devant nous. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur retrait qui prendra effet dans quelques mois. C'est-à-dire que techniquement, juridiquement, ils peuvent encore éventuellement participer au présent scrutin. Mais, vous l'avez souligné également, il s'agit du plus grand contributeur de l'UNESCO. Quand vous avez deux candidats, aussi estimables soient-ils l'un que l'autre, l'un, ancien ministre dans son pays, ministre du tourisme et des antiquités, égyptologue de renom, mais qui n'a jamais travaillé une minute, une seconde pour l'UNESCO, et l'autre, un candidat maison qui connaît et les réalités du fonctionnement de l'UNESCO, qui en connaît les défis, les contraintes. À ce moment où nous évoquons la tempête que j'ai évoquée donc en introduction, vous lui avez donné un nom à cette tempête, c'est le retrait du plus grand contributeur notamment. Nous pensons que notre candidat dispose de l'expérience et de la maison, de l'expertise et des capacités de négociation qui vont permettre de maintenir à flot l'UNESCO dans ce moment de tempête. Et à chaque fois qu'une institution des Nations Unies, du système des Nations Unies, a été confrontée à ce type de défi, il a toujours été plus facile, plus positif de recourir à des cadres qui connaissent déjà la maison. Donc, ce défi, cette situation, nous paraissent justifier encore plus le recours à un candidat qui connaît l'institution et qui saura à la fois maintenir à flot ce qui fonctionne correctement et apporter les réformes qui sont attendues par les États membres pour que l'UNESCO, à l'horizon de 2029, puisse faire face aux turbulences qui pourraient être celles de la confirmation, par exemple, du retrait de cet important contributeur que sont les États-Unis d'Amérique. Cette situation conforte notre candidat et conforte notre idée qu'il est l'homme de la situation. Je salue d'abord les efforts du chef de l'État
qui a maintenu la candidature de notre compatriote parce que devant les menaces de l'Union africaine, il a tenu bon. Je salue vraiment ses efforts. J'interviens ici en tant qu'observateur parce que je suis celui qui a commencé à accompagner le candidat Firmin Edouard Matoko en France. Voilà, donc je suis venu en tant qu'observateur. En ce moment, notre diplomatie est en Amérique latine, conduite par le ministre d'État Pierre Mabiala. Quelles sont les chances d'obtenir les voix de l'Amérique latine? Parce qu'avec le retrait de la mexicaine, comment on va porter notre voix au niveau de l'Amérique latine? D'autant plus que l'Égyptien avait commis la maladresse de se fâcher avec la candidate au préalable. Bon, vous avez peut-être des informations de coulisses que je ne reprendrai pas ici. Alors, d'abord sur l'Union africaine, je l'ai dit dans le mot liminaire. Vous utilisez, vous les femmes et hommes de presse, un terme auquel vous donnez un contenu, et puis curieusement, quand on a l'application concrète de ce terme, eh bien, vous n'y êtes pas attentif. C'est le terme fake news. On dit, ah oui, c'est une fake news. Mais, mesdames et messieurs les journalistes, l'idée qu'il y aurait eu une décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Ce n'est pas au niveau d'un fonctionnaire en bas dans la hiérarchie de l'Union africaine qui pourrait avoir adressé un courrier disant qu'à titre personnel et en tant que ceci dans l'Union africaine, il soutenait tel candidat. Ce n'est pas ça la décision ou une décision de l'Union africaine. Une décision de l'Union africaine est le fruit des actes qui ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement en session des chefs d'État et de gouvernement. Vous êtes journaliste, nous sommes là, il existe les réseaux sociaux, aujourd'hui rien ne se perd. Trouvez-moi sur les 2 dernières années une résolution qui a été diffusée dans vos médias et dans les médias internationaux où l'Union africaine au niveau des chefs d'État, qui est le seul organe valable, le seul niveau politique valable pour considérer qu'il y a eu une décision de l'Union africaine à portée politique et une candidature auprès d'une institution du système des Nations Unies est une décision à portée politique, vous ne trouverez pas de résolution qui engage les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'agit d'une fake news. Il s'agit d'une fake news. Simplement, un candidat, parce qu'il est parti beaucoup plus tôt, 2 ans avant, un candidat a battu l'estrade, a rencontré quelques hauts fonctionnaires et a pu considérer, parce qu'il voyait le terme du délai pour le dépôt des candidatures arriver, il se disait il n'y aura pas d'autres candidats que moi. C'est un peu comme si, toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons dans quelques mois une élection présidentielle attendue dans notre pays, courant mars 2026. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un, ici, un homme politique, annonçait qu'il est candidat et que parce qu'il l'a annoncé hors délai, hors période de dépôt des candidatures, il aurait reçu une onction de je ne sais qui pour en faire le candidat favori d'une élection. Non, il n'y a pas de résolution des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et je mets au défi qui que ce soit de nous en apporter la preuve contraire. Vous n'aurez pas, devant des chefs d'État assis à Addis Abeba, ou ailleurs, si le sommet des chefs d'État avait lieu ailleurs, on parle d'Accra ou d'ailleurs, des chefs d'État assis et devant lesquels un des représentants de l'Union africaine lirait le communiqué final devant ces chefs d'État annonçant que l'Union africaine présentait le candidat de l'Égypte. Il n'existe aucune résolution dans ce sens-là. Vous êtes des journalistes, vérifiez. Parce qu'on en parle, mais c'est un peu comme ce serpent de mer qu'on ne voit jamais, mais tout le monde en parle. Il n'y a pas de résolution de l'Union africaine soutenant au niveau des chefs d'État et de gouvernement quelque candidat que ce soit. D'ailleurs, monsieur l'observateur, puisque vous vous êtes présenté comme tel,
monsieur l'observateur, ça serait même un non-sens juridique. L'Union africaine n'est pas une organisation qui a vocation à avoir une influence juridique ou politique sur l'UNESCO. L'Union africaine est une des organisations régionales qui elle-même rend compte au système des Nations unies et à l'Organisation des Nations unies. À quel titre l'Union africaine pourrait-elle dire « voilà, nous pesons sur l'élection du directeur général de l'UNESCO ». Deuxièmement, et nous l'avons rappelé tout à l'heure, les candidatures de l'UNESCO, sont des candidatures individuelles. Et s'il y avait eu le moindre problème, la moindre contrariété juridique, eh bien, la candidature de notre compatriote n'aurait pas été retenue. C'est tout simple, elle n'aurait pas été retenue. On peut prendre le problème dans tous les sens que nous voulons. C'est une réalité incontournable. Je vous rappelle que la période de dépôt des candidatures qui est ouverte, c'est-à-dire, pour le cas précis, octobre 2024 jusqu'à mars 2025, avait pour objet, de la part de l'UNESCO, de vérifier ces éléments fondamentaux. Si, pour une raison quelconque, les candidats pouvaient se voir opposer quelque obstacle que ce soit à leur candidature. C'est-à-dire que pendant 5 mois, l'UNESCO a recueilli les candidatures et a vérifié s'il y avait le moindre problème. Et dans le cas précis de notre candidat, il n'y en avait pas. Ce qui vous montre que cette espèce de fatwa, si je peux me permettre le mot, qui a été levée contre notre candidat, n'a pas d'objet. Vous avez évoqué la question de l'Amérique au sens large du terme, l'Amérique latine en particulier, et vous nous demandez si le retrait de la candidate mexicaine pouvait éventuellement avoir une influence sur le scrutin. Oui, d'abord, on est sûr d'une chose, il n'y aura qu'un seul tour. Il y a 2 candidats, celui qui arrive en tête aura gagné. Donc, il n'y aura pas plusieurs tours. Il n'y en a qu'un seul. Deuxième incidence de notre point de vue, le profil de la candidate mexicaine était similaire ou très approchant de notre candidat. Après une carrière au niveau d'une institution internationale qui s'appelle l'OCDE, cette candidate, qui est économiste de formation, a été recrutée au sein de l'UNESCO où elle dirigeait, elle était également sous-directrice, et elle dirigeait tout ce qui concerne le numérique et l'intelligence artificielle. Elle est donc, elle également, un cadre maison de l'UNESCO. Alors cherchons l'erreur. Sur les 3 candidats qui se sont prononcés, il y avait ce que moi j'appelle un parachuté, très bien, qui a toute la légitimité intellectuelle universitaire pour diriger l'institution, mais qui, parmi les 3 candidats, était le seul qui ne connaissait pas la maison. Donc le retrait de la candidate mexicaine nous paraît, mais maintenant c'est à charge pour nous de continuer notre campagne, et c'est à charge pour les pays qui s'apprêtaient à voter pour elle, de comprendre que le candidat le plus proche de leurs préoccupations par rapport au profil, eh bien c'est le nôtre. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, et nous escomptons que les pays qui comptaient voter pour Mme Ramos, eh bien, se reportent naturellement sur le candidat le plus proche de celle-ci. Je suis Clavis Kiba, je parle pour le compte du média en ligne Journal Event. C'est vrai, cette conférence de presse traduit le soutien du gouvernement congolais au candidat Matoko. C'est très bien, mais j'ai envie de dire que ce soutien du gouvernement congolais ne suffit pas parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres pays qui accompagnent le candidat. Comparativement au candidat égyptien, il est soutenu par la Ligue arabe, par certains pays européens, par l'Union africaine, on cite beaucoup de pays. Par rapport à la campagne diplomatique que le Premier ministre a menée, quel est le retour ? Vous êtes terrible, hein, vous continuez à citer l'Union africaine et je viens de passer c'est ce qu'on lit dans la presse, monsieur le ministre. Ah, mais vous lisez dans la presse, eh bien, vous lisez une fake news. C'est ce que je vous dis. Vous savez, c'est pas parce que, comme disait Goebbels, qu'on répète tout le temps un mensonge qu'il devient une vérité. Voilà, donc ma question c'est de savoir, au niveau de la sous-région, ou encore nos voisins, ou encore de la CEMAC, est-ce qu'il y a des pays qui sont prononcés en faveur de notre candidat ?
Première question. Deuxième question, c'est de savoir quel est le retour que vous avez de la campagne diplomatique qu'a menée le Premier ministre avec le candidat pour le présenter à deux chefs d'État africains. Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien le concept que vous abordez, qui consiste à ce que les pays électeurs, les autres pays, c'est le corps électoral. Pourquoi voudriez-vous qu'ils aident le Congo à battre campagne? Il y a un candidat, ce candidat se déploie, le gouvernement congolais le soutient et il mène sa campagne d'homme à homme en face du candidat égyptien. C'est comme si vous me disiez, quand je reviens toujours à nos élections à venir, que ce candidat paraît seul parce qu'aucun électeur ne bat campagne avec lui. Ben non, les électeurs ne battent pas campagne avec le candidat. Les électeurs observent, les électeurs entendent les arguments et le jour du vote, ils se prononcent. Quand vous dites que certains pays soutiennent le candidat égyptien, je pense que certains autres soutiennent le candidat du Congo. Mais, je vous le répète, ce qui est important, c'est que le jour du vote, qui est à bulletin secret, nous puissions savoir qui est qui et qui fait quoi. Pour l'instant, vous évoquez la Ligue arabe. Très bien. Je note d'ailleurs au passage que le candidat égyptien, quand il a annoncé il y a plus de 2 ans qu'il était candidat, s'est prononcé comme émanant, lui, candidat égyptien du groupe arabe, du groupe de la Ligue arabe. C'est en cours de route que certainement son directeur de campagne a dû lui dire « Mais attention, le groupe arabe, c'est tant de voix dans les 58. Si vous vous prononcez de manière trop ostensible, trop ostentatoire, comme étant le candidat du groupe arabe, vous risquez de perdre au passage, par exemple, les Africains. » Et à ce moment-là, on a des États, comme ça, à travers le monde, qui, dans leur diplomatie, quand ça les arrange, se disent du groupe arabe, et quand ça les arrange, se disent du groupe africain. Nous sommes du groupe africain. C'est vrai. Mais la campagne s'étend à tous les groupes, parce que pour gagner, il faut avoir... Bon, là, il n'y en a plus que 2. Quand il y en avait 3, il fallait avoir au moins 29 ou 30 voix. Donc, je ne sais pas quoi d'autre vous dire, si ce n'est que c'est le jour du vote que l'on compte les résultats. Entre-temps, vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire « on vote pour vous » et qui, le jour du vote, font le contraire, et d'autres qui ne disent rien, mais au cours de la campagne sont convaincus par vos arguments. Donc, laissons les choses se faire. Comme disait un célèbre pape, « n'ayez pas peur ». Janice Ngele, rédactrice en chef à Radio Congo. Bonjour et merci à Monsieur le ministre d'avoir mis à la disposition des médias toutes ces informations relatives à la campagne du candidat Firmin Edouard Matoko. Monsieur le ministre, en vous écoutant, vous avez sollicité la contribution des médias dans l'accompagnement de la campagne du candidat congolais, le candidat pratiquement soutenu par certains pays. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous avez animé une conférence de presse pour présenter une fois de plus le candidat congolais. C'est l'actualité, la conférence de presse. Et ces informations vont faire la une de pratiquement tous les médias et peut-être 2-3 jours et ça va s'arrêter, Monsieur le ministre. J'ai une proposition, une suggestion, je n'ai pas de question. Je vous en prie. Pour pérenniser cette campagne jusqu'à la date de l'élection, le 6 novembre, je fais une proposition, une suggestion. Fabriquer et diffuser des spots et des gazettes qui vont passer, qui seront radio-télévisées, qui vont passer. Ce sera une façon pour les médias de contribuer, d'accompagner le gouvernement congolais dans cette campagne, Monsieur le ministre. Voilà ma proposition. C'est une contribution, merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis M. Rech Moussa, j'interviens pour le compte de Télé Congo. Monsieur le ministre, vous avez vanté le riche parcours de M. Matoko, fort de plus de 30 années d'expérience à l'UNESCO. Ma question est de savoir, pensez-vous que ce long cheminement et cette expertise font de lui le candidat idéal pour remporter cette élection? Il n'y a jamais de candidat idéal. Le candidat idéal, c'est celui qui gagne. Parce que les électeurs l'auront considéré comme le candidat idéal.
Donc pour l'instant, on va dire que c'est un très bon candidat. Nous pensons qu'il dispose des qualités et de l'expertise nécessaires. Mais vous me permettrez, sans violer la sacro-sainte règle de la diplomatie, quand même évoquer 2 ou 3 sujets dont vous comprendrez le sens quand je vais m'exprimer. Vous voyez ces grandes organisations internationales. On peut citer l'Organisation internationale de la francophonie, on peut citer l'UNESCO, on peut en citer d'autres au niveau du système des Nations Unies. Vous avez souvent 2 profils de candidats ou d'élus, 2. Soit vous avez quelqu'un qui représente clairement une expertise, c'est-à-dire qui connaît la maison, qui en connaît les enjeux, qui a une vision. C'est le cas de notre candidat aujourd'hui, M. Matoko. Soit vous avez, dans le cadre de la haute diplomatie internationale, une espèce de jeu diplomatique qui consiste parfois à trouver une fonction, un poste pour d'éminents hommes d'État ou femmes d'État, parce qu'on estime que pour des raisons politiques, diplomatiques, telle personnalité devrait occuper telle institution. Et à ce moment-là, nous nous apercevons régulièrement qu'en réalité, ce choix politique, c'est-à-dire de hausser à ce niveau-là une personnalité politique, nous pouvons regarder les 20 ou 25 dernières années pour ces institutions, ça n'a jamais donné de fruits suffisamment probants pour considérer que ces éminentes personnalités auraient insufflé une énergie nouvelle à ces institutions. Les règles diplomatiques m'empêchent de citer des noms, mais je crois que si on parle de l'OIF, si on parle de l'UNESCO, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. C'est-à-dire des personnalités qui sont le fruit, un peu comme notre adversaire égyptien, de considérations purement politiques et qui obtiennent la fonction et qui, derrière, n'ont pas de bilan à la tête de l'institution. Chaque fois que cela s'est déroulé, eh bien, le résultat a toujours été le même. Deuxièmement, nous avons une expérience de ce type d'élection. Nous avons un grand écrivain congolais, aujourd'hui décédé, auquel on peut rendre hommage, le Premier ministre Henri Lopez, grand écrivain, grand défenseur de la francophonie, incarnant la culture francophone, qui a eu d'ailleurs des prix pour son œuvre littéraire, qui a été 2 fois candidat à l'OIF, pas à l'UNESCO, mais c'est juste pour illustrer mon propos. 2 fois. Vous pensez qu'Henri Lopez ne méritait pas, du fait de son profil, son expertise, sa culture, son talent, ne méritait pas de diriger cette institution? Et regardez au même moment si ceux qui ont eu la chance d'être élus ont imprimé leur marque à l'organisation. Je ne crois pas. Ne faisons pas ici, et c'est l'appel du gouvernement du Congo, ne faisons pas ici la même erreur et le même type de choix purement politique, qui consiste à dire, pour des raisons étrangères à la vitalité de l'UNESCO, on choisira ou choisirait un candidat qui viendrait comme une sorte de cheveu sur la soupe, alors que nous avons sous la main, nous avons disponible un cadre capable d'insuffler une nouvelle énergie. Voilà, je crois avoir répondu à votre question. Jean-Marie Kassamba de Télé50 et président de l'Union de la presse de Congo-Kinshasa. Nous avons fait le déplacement de Brazzaville parce que ces sujets concernent aussi l'Afrique. Le Congo a toujours eu l'ambition de diriger les organisations internationales. Vous venez de faire référence à l'écrivain Henri Lopez, qui a tenté à 2 reprises de diriger l'OIF. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous voulez tenter avec Matoko. Quelles sont les stratégies que vous allez développer pour réunir les soutiens africains ou
tout court de l'UNESCO pour que cette fois-ci le Congo gagne? Deuxièmement, le poids de la France dans le choix, notamment de ce directeur général de l'UNESCO, est prépondérant. Est-ce que vous avez eu des assurances du président français que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas comme ça a été avec Chirac et Henri Lopez? Je croyais que c'était dans la même veine. Bon, cher Jean-Marie Kassamba, vous avez éventré le boa, comme je dis souvent. Vous l'avez fait. Récemment, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours d'une interview sur Radio France Internationale, a évoqué cette question, c'est-à-dire, disons, la position diplomatique de la France concernant cette élection. Et les autres, passées, celles où notre très bon candidat aurait obtenu la consécration en étant Henri Lopez, paix à son âme, élu à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cela ne s'est pas fait. Dans les deux cas concernant Henri Lopez, malheureusement, il faut le noter, c'est un constat, c'est souvent les autorités françaises qui ont pesé justement dans l'autre sens. Ici, c'est la troisième fois, et c'est ce que le Premier ministre a relevé dans son interview. Il a même parlé de blessures mémorielles. On a non seulement un candidat qui est excellent, mais on a vu fuiter une note verbale, vous le savez, où semble-t-il, parce qu'à l'époque on pensait que les trois candidats, y compris la mexicaine, allaient cheminer ensemble. Cette note verbale, document confidentiel en principe, c'est ça une note verbale, c'est deux États qui correspondent par la voie diplomatique, ce n'est pas destiné à être mis dans le public et à être mis sur les réseaux sociaux, où il disait qu'à tous les tours de scrutin, il soutiendrait le candidat égyptien. Et le Premier ministre l'a dit sur Radio France Internationale, nous avons trouvé particulièrement exceptionnel, pour ne pas dire pire, qu'un État dise, quelle que soit la façon dont le scrutin va se passer, on ne votera pas pour quelqu'un d'autre que celui-là. Donc on suppose que s'il y avait eu plus de candidats, et si le candidat égyptien avait été éliminé, il n'aurait plus voté alors ce pays-là, la France. Puisqu'il dit, on votera pour vous, quelle que soit la situation. Donc, le Premier ministre a relevé cette blessure mémorielle en rappelant quand même que le Congo est un pays ami, même si la France est libre de ses engagements diplomatiques. Bien entendu, on ne revient pas là-dessus. Simplement, cette blessure mémorielle, c'est de dire qu'à chaque fois que nous avons eu besoin de ce pays, pour Henri Lopez et aujourd'hui pour Firmin-Édouard Matoko, nous n'avons pas obtenu l'appui nécessaire. Le peuple congolais, les autorités congolaises du moment, comme celles qui viendront dans quelques années, sauront se souvenir qu'au moment où nous avions besoin de cet appui chaleureux, relevant de nos liens historiques, parce que nous pensons que nos liens historiques avec la France sont autrement peut-être plus solides et plus lointains que la France et l'Égypte. C'est un constat, c'est juste un constat. Eh bien, tous ces éléments mis bout à bout font que ça ne peut que laisser des traces. Parce que, comme dit l'adage, chacun étant le carrefour de l'autre, nous aujourd'hui nous demandons un appui des États concernés. Demain, pourquoi pas, la France pourrait demander pour une situation diplomatique vitale le vote du Congo. Et à ce moment-là, nous l'examinerions probablement en tenant compte de ces blessures mémorielles aussi. Je marche sur des œufs, mais j'essaie de vous faire comprendre les propos du Premier ministre chef du gouvernement qui consistaient à considérer qu'un État, la France, est libre de ses engagements diplomatiques. Simplement, nous faisons le constat que les 3 fois où nous avons eu besoin de ce pays pour ces postes en rapport avec la culture, OIF, UNESCO, nous n'avons pas obtenu le dit soutien. C'est un constat, voilà. Mais ça n'empêche pas, et je le rappelle, que la France est une voix sur les 58, comme le Congo, comme l'Égypte. Donc le match, il se joue sur le terrain. Allons-y. Si on commence un match en se disant « Ouh là là, il y a une des équipes qui doit voter ou quelqu'un qui doit voter dans le jury qui dit qu'il n'est pas avec nous, ce n'est pas la peine de faire le match, ça serait du défaitisme. » Nous allons nous battre. Il y a 58 États à convaincre et nous tentons de convaincre la majorité de ces États-là. Après,
comme dit le président de la République. Forcément, il y aura un vainqueur et un vaincu. Que ce soit l'Égypte qui gagne ou le Congo, et là je répète les propos du président, je me permets de le faire, la fête se déroulera à la maison, c'est-à-dire en Afrique. Je suis Rossetti Mongala, j'interviens pour le compte du média en ligne Panoramique Actu. Monsieur le ministre, l'UNESCO a besoin tout simplement d'un haut cadre, directeur général, qui apporterait des réformes sûrement. Est-ce que vous confirmez ici que les raisons qui motivent le soutien du gouvernement à ce candidat ne sont basées que sur 2 critères, à savoir celui de la nationalité, du fait qu'il soit congolais, ou tout simplement parce qu'il est un cadre maison? La seconde question, monsieur le ministre, vous avez longuement échangé avec le candidat Matoko. Quelle est sa vision pour l'Afrique? Prenons le problème dans l'autre sens. Imaginons un Congolais qui soit totalement incompétent et un cadre très bas dans la hiérarchie de l'UNESCO et qui n'aurait eu aucune espèce de chance de gagner quoi que ce soit. Il n'aurait probablement pas obtenu le soutien du gouvernement ni du président de la République. Nous avons la chance d'avoir un compatriote de haut niveau qui a fait toute sa carrière dans la maison et qui a de réelles chances de gagner. Voilà la motivation qui a conduit les plus hautes autorités de notre pays à soutenir sa candidature. Au passage, puisque j'ai demandé, le gouvernement, par ma voix, a demandé à la presse nationale de faire preuve à la fois d'esprit patriotique, de faire preuve d'énergie pour la défense de cette candidature. Au passage, je vous rappelle quand même, parce que ne prenons pas les choses à la légère, comme s'il s'agissait d'une institution quelconque. On parle d'une institution du système des Nations Unies. C'est-à-dire que le directeur général de l'UNESCO, ou directrice générale comme actuellement, parle, comme on dit, à tu et à toi avec le secrétaire général des Nations Unies. C'est à ce niveau-là que se situe la fonction. C'est un poste éminent au niveau diplomatique et international dans le système des Nations Unies. Le directeur général de l'UNESCO est parfois accueilli au niveau où on n'accueillerait pas des ministres. Il est au-dessus. Il est en dessous des chefs d'État, mais au-dessus des ministres. Ce n'est pas n'importe quelle fonction. Citez-moi un Congolais de Brazzaville, comme on dit, qui depuis 65 ans que nous sommes indépendants, a été élu à une fonction de ce niveau-là. Il n'y en a pas. Si notre compatriote remporte le scrutin, il sera le cadre, le haut fonctionnaire, l'agent international congolais le plus haut placé dans le système des Nations Unies depuis l'indépendance de notre pays. Vous pensez, en tout cas nous, le gouvernement, nous sommes convaincus, que cette opportunité ne doit pas être négligée. Et la bataille que nous menons, c'est pour avoir cette chance, pourquoi pas, d'avoir un compatriote au fait, en haut, au sommet du système des Nations Unies, qui tutoierait, comme on dit, le secrétaire général des Nations Unies. Alors, quand une telle opportunité se présente, nous pensons, quelle que soit la difficulté de la bataille, quelles que soient nos difficultés matérielles, parce que cette question a été évoquée une fois, nous pensons que c'est quand même, ça vaut le coup d'essayer. Si je peux employer un terme, on va dire, courant, ça vaut le coup d'essayer. Parce que si ça marche, je pense que nous tous, nous nous féliciterons d'avoir porté un de nos compatriotes à ce niveau international et diplomatique. Maintenant, vous parlez de la vision du candidat, il l'avait exprimé lui-même, mais je peux en reprendre quelques grands traits. D'abord, le multilatéralisme. Qu'entend-on par le multilatéralisme? C'est de dire que les organisations internationales doivent s'appuyer sur une coopération de tous les instants avec tous les États membres, avec tous les groupements régionaux et continentaux, sans discrimination aucune et sans a priori ni diplomatique ni politique. Aujourd'hui, sans que nous rentrions dans les détails, nous pouvons constater qu'il y a un danger que les rapports de force qui sous-tendent la vie diplomatique
soit plutôt fondée sur des sentiments de puissance plutôt que sur ceux de la coopération. Voilà pourquoi un tel poste, une telle fonction nous paraît un instrument du multilatéralisme agissant. Deuxièmement, sa connaissance de la maison sur des points qui nous concernent, y compris nous les Congolais. Parce que l'UNESCO, on n'a pas décliné l'acronyme, mais c'est quand même l'éducation, la science, la technologie et incidemment la communication aussi. Je crois que nous avons une jeunesse qui demande de l'éducation, de la formation. Nous avons une jeunesse qui demande l'appropriation de la technologie. Eh bien, notre candidat propose de revitaliser ces différents volets de l'action de l'UNESCO. Troisièmement, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ça sera aussi une victoire de l'Afrique. Quel est le dernier directeur général de l'UNESCO? C'est M. Amadou Matarmbo, Sénégal, qui a été pour nous, Africains, y compris nous qui étions en culotte courte, le jour de son élection jusqu'au terme de son mandat, un sujet de fierté pour l'Afrique. Alors pourquoi pas? Et quand je parle de l'Afrique, je parle surtout, là en l'occurrence, de l'Afrique subsaharienne. Je crois que toutes ces raisons valent la peine qu'un effort soit fait, malgré les difficultés du temps, malgré le caractère un peu rugueux de la campagne, parce que certains ne jouent pas toujours le jeu, diffusent des fake news, certains médias qui ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas de candidats là-bas, qui se mettent à diffuser des fake news, se mettent à reprendre des arguments qui parfois tournent à l'absurde. Tout cela étant dit, notre candidat, malgré cette tempête, malgré cette bourrasque, malgré ce vent, tient debout et à ses côtés le gouvernement pour que nous puissions gagner. Maintenant, si nous perdons, je l'ai dit tout à l'heure, on sera fair-play. Mais nous espérons, s'il y avait défaite, que cette défaite soit faite au bout d'un beau combat, qui soit un combat loyal et pas un combat fondé sur le mensonge, mensonges parmi lesquels la fameuse fumeuse même, je dis même fumeuse, mystérieuse, voire plus résolution des chefs d'État de l'Union africaine qui auraient approuvé la candidature égyptienne. J'interviens pour le compte du journal, disons du quotidien béninois Matin Libre. Oui, je suis la représentante, Justine Lebongui. Très bien. Avant tout, Monsieur le ministre, j'aimerais apprécier votre fair play lorsque vous avez dit dans votre mot liminaire que le Congo gagne ou que l'Égypte gagne, c'est l'Afrique. Je vous remercie pour cela. Mais ma question est la suivante. Si le candidat Edouard Matoko aujourd'hui ne gagne pas, il est candidat maison, oui, nous l'apprécions et nous lisons depuis un moment que la campagne est en train de se dérouler. S'il ne gagnait pas, qu'est-ce qui est prévu pour le parcours, disons pour valoriser le parcours du candidat du Congo? Deuxième question. Le soutien du gouvernement à cette candidature peut-il susciter des interrogations sur les priorités nationales dans un contexte marqué par de nombreux défis internes, éducation numérique? Comment vous y répondez? Bon, la première question, vous me permettrez simplement de vous dire ceci. Si le candidat perd, d'abord, c'est un haut fonctionnaire international qui dispose très certainement d'une pension de retraite ou en tout cas d'éléments qui lui permettent, puisqu'il a accumulé à l'international suffisamment certainement de cotisations pour la retraite, et il a, quoi qu'il arrive, il n'est pas à la rue, quoi, pour résumer. Deux, vous me demandez quelle compensation ou quel type de poste. Nous laissons, en cas de défaite, cette question à la discrétion des plus hautes autorités du pays. Vous comprendrez bien que je ne peux pas répondre à une telle question. Trois, je peux quand même vous préciser que M. Matoko, je crois, a quand même déjà un statut d'ambassadeur itinérant, je crois, ou en tout cas qui lui permettent aujourd'hui d'avoir
une situation diplomatique. C'est un candidat qui, même battu, restera valeureux et qui rencontrera très probablement la reconnaissance des plus hautes autorités de l'État. Sur votre seconde question, vous savez, madame, c'est une question qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Parce que le monde est un monde en crise. La crise est multiforme. Elle est différente d'un pays à l'autre. Mais au fond, c'est la même crise. C'est une crise sociale, financière, économique. Aux yeux des opinions publiques concernées, que ce soit en France, que ce soit au Congo, que ce soit en Égypte, j'imagine, ce n'est jamais le moment de prendre des initiatives diplomatiques de ce genre. C'est jamais le moment. Ça crée toujours des polémiques. Vous lisez la presse, vous êtes journaliste, vous lisez cela. C'est jamais le moment. Les gouvernements se heurtent à travers le monde au même problème. C'est-à-dire que les opinions voudraient qu'on ne fasse rien, quelque part, parce qu'il y a ces difficultés. Non, on essaye, madame, de tenir compte à la fois de la gestion de nos difficultés. Nous les gérons tous les jours. Nous qui sommes au front de ces difficultés en tant que membres du gouvernement, nous savons quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien. Nous essayons de faire face, que ce soit la solde des fonctionnaires, qui, je crois, cas un cas est régulière, que ce soit les autres charges à caractère ou vocation sociale, nous faisons face. Je vais vous révéler un mot d'ordre que le président de la République et le Premier ministre ont répercuté aux différents animateurs de la campagne de M. Matoko, c'est-à-dire les membres du gouvernement, c'est de faire preuve de sobriété. Et nous faisons preuve de sobriété. Maintenant, on ne va pas se couvrir de cendres et attendre que la situation économique s'arrange pour faire face à des opportunités comme celles qui se présentent à nous avec l'UNESCO. Voilà, c'est l'État, la gestion de l'État, madame, c'est un peu comme vous quand vous gérez votre ménage. Vous avez une certaine somme, 100 francs, vous savez que là-dedans, vous devez payer les charges courantes, ce qui est essentiel, manger, se loger, se déplacer. Et puis à côté, de temps en temps, vous vous dites, je mets un peu de côté pour ma petite séance de cinéma ou ma petite sortie au restaurant. Un État fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il gère ses charges et quand il le peut, il fait face à un certain nombre de charges qui doivent ne pas être trop lourdes parce que justement, elles nous mettraient en difficulté. La sobriété, je le répète, c'est la sobriété. Et quand j'ai dit cela, j'ai tout dit. On bat campagne, mais à bas bruit et surtout de manière sobre. Nous disons merci au ministre pour ces mots et applaudissements pour lui, s'il vous plaît.